2 semaines après sa dernière visite, Volodymyr Zelensky est reçu à Paris depuis ce matin. C'est le 10e tête-à-tête avec Emmanuel Macron depuis le début de la guerre. L'heure est importante pour les Européens alors que Washington annonce des progrès dans les pourparlers de paix. On verra s'il y a vraiment des raisons aujourd'hui d'être optimiste avec Johan Baudin. On se demandera également si l'accord de paix est réellement à portée de main aujourd'hui. On décryptera évidemment les enjeux de cette séquence avec notre invité du jour, Cyril Brett. Bonjour, merci d'être avec nous. Une émission aujourd'hui largement dominée par ce plan de paix américain et la situation en Ukraine. Il en sera question également dans le Club France 24 avec Karim Yayaoui. Aujourd'hui, un club décalé d'une demi-heure en raison de cette prise de parole conjointe. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky s'exprimeront à 14h, heure de Paris, depuis l'Elysée. On vous fera vivre ce discours en direct sur notre antenne. La semaine qui s'ouvre pourrait donc s'avérer décisive pour l'Ukraine. Après une série de rencontres la semaine dernière déjà, le rythme va rester assez soutenu ces prochains jours. Avec à la clé, Donald Trump en tout cas y croit, un accord de paix entre Russes et Ukrainiens. Après des pourparlers engagés hier en Floride et qualifiés par les Américains de productifs, l'Europe affiche sa détermination à peser dans les échanges. Emmanuel Macron reçoit à cet effet depuis ce matin le président ukrainien à Paris. Que vient donc chercher cette fois l'homme fort de Kiev en France? Quelle chance les Européens ont-ils encore de peser dans les négociations avec la Russie? Un accord de paix est-il réellement à portée de main? On va poser ces questions à l'invité de l'info du jour, Cyril Brett. Bonjour. Expert associé à l'Institut Montaigne. Merci de nous accompagner pendant cette prochaine demi-heure. On s'en souvient, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a moins de 2 semaines, Volodymyr Zelensky venait à Paris et était reçu à l'Elysée pour venir chercher des armes. On avait parlé des Rafales à l'époque. Aujourd'hui, quel est le programme pour lui? Quel est l'enjeu? De s'assurer qu'Emmanuel Macron, qui est un poids lourd stratégique en Europe, va le soutenir face aux États-Unis d'abord, pour aboutir à un plan de paix ou un projet de plan de paix qui soit viable pour l'Ukraine, et ensuite à un soutien d'Emmanuel Macron face à la Russie. Car si les pourparlers entrent dans leur phase ultime, ce sera avec un tête-à-tête entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. On y croit encore à ça? Écoutez, vous l'avez rappelé en commençant, la semaine est décisive puisque elle est annoncée comme telle. Il y en a beaucoup qui en doutent. Exactement. Le premier acte, on ne l'a pas vu. Il s'est déroulé entre Américains et Russes dans l'élaboration du plan de paix en 28 points. Le deuxième acte, on l'a vu, on l'a suivi ici et à Genève. C'était bien les propositions des Européens pour rendre ce plan moins défavorable à l'Ukraine et plus favorable également aux intérêts des Européens. Et bien, c'est cette semaine qu'on va savoir si on entrera dans la troisième phase, c'est-à-dire une discussion directe d'accord de cessez-le-feu, peut-être d'armistice, peut-être même d'accord de paix à terme entre les deux belligérants. Rappelons-le, ils ne se sont jamais encore rencontrés cette année sur la base du plan de paix proposé par Donald Trump. Les Russes et les Ukrainiens doivent encore se parler. Et c'est ça qui se joue aujourd'hui. C'est peut-être le plus gros morceau d'ailleurs auquel il va falloir s'attaquer. Et on n'y est pas encore. Il y a eu des négociations, des pourparlers hier encore en Floride. Les Américains se montrent assez optimistes. Vous disiez aujourd'hui, Zelensky vient chercher un soutien auprès d'Emmanuel Macron, auprès des Européens. En somme, il tente de gagner du temps, peut-être? Alors, il a déjà gagné du temps, beaucoup. Il a gagné beaucoup de soutien. Du soutien militaire, vous l'avez rappelé. Mais là, ce dont il a vraiment besoin, c'est d'une force de frappe pour convaincre Donald Trump que abandonner, amender ou modifier son propre plan de paix, le plan en 28 points, c'est indispensable pour pouvoir réussir. Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore déjà fait, parce qu'après la séquence à Genève, on a entendu dire que les Américains avaient pris en considération ce que les Européens et les Ukrainiens avaient demandé. C'est pas vrai? C'est pas fait? On peut s'en mêler dans les épisodes, c'est vrai. Bon, là, on en est où on en est. Les Européens ont été les derniers à influencer le projet de plan de paix à discuter avec la Russie. Mais quand Marco Rubio, qui est son ministre des Affaires étrangères, considérera que le texte est prêt, il ira le soumettre à son propre patron. Et on sait très bien que Donald Trump est quelqu'un qui ne se sent pas lié par les engagements de ses équipes et qui est assez imprévisible. Donc non. Cette semaine, ce qui se joue, c'est la conviction
du parrain officiel et autoproclamé du processus de paix, Donald Trump. Et donc il faudra jeter tout son poids dans la balance. Et Volodymyr Zelensky, pour en revenir à ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas l'autorité tout seul d'aller convaincre Donald Trump d'accepter le nouveau plan, un plan qui est moins défavorable aux armées ukrainiennes et un plan qui ne brade pas la souveraineté ukrainienne comme le premier plan. Voilà, c'est pour ça que rebelote aujourd'hui, les Européens jouent de nouveau les coudes pour ne pas rester à quai. C'est ce que nous explique tout de suite Olivier Fessol. Regardez. Cela pourrait être une semaine cruciale pour la diplomatie. Des mots déjà entendus et prononcés une nouvelle fois par la chef de la diplomatie européenne, alors que Washington pousse Kiev à signer coûte que coûte la paix avec Moscou. La Russie ne veut pas la paix et nous devons donc rendre l'Ukraine aussi forte que possible afin qu'elle soit prête à se défendre en cette période très difficile. Cette semaine pourrait être décisive pour la diplomatie. Nous avons appris hier que les discussions aux États-Unis avaient été difficiles mais productives. Nous n'en connaissons pas encore les résultats. En Floride, les Ukrainiens ont tenté de faire évoluer un premier plan, 28 points présentés par les États-Unis, mais jugés trop favorables à la Russie. Principale ligne rouge de Kiev, la question des concessions territoriales à Moscou. Donald Trump est confiant. Il assure que le dénouement est proche, d'autant que l'Ukraine est affaiblie par le scandale de corruption qui touche le cabinet du président Zelensky. L'Ukraine a des petits problèmes. Ils ont quelques difficultés. Mais je pense que l'Ukraine aimerait voir la guerre se terminer. Il y a une situation de corruption en cours et ça n'aide pas. Mais je pense qu'il y a une bonne chance de conclure un accord. Alors que le président ukrainien est à Paris, Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, et son gendre Jared Kushner doivent se rendre à Moscou ce mardi pour rencontrer Vladimir Poutine. Voilà, on va aller prendre le pouls tout de suite dans la cour de l'Elysée où se trouve pour nous depuis ce matin Johan Baudin. Johan, bonjour. Volodymyr Zelensky est donc reçu, on le disait, pour la 10e fois depuis le début de cette guerre à l'Elysée par Emmanuel Macron. Ils sont ensemble depuis le milieu de matinée. Je crois qu'on est au moment de la pause déj. Il va y avoir cette prise de parole, évidemment, très attendue dans moins d'une heure maintenant. Ce sera à 14h. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Ce sera 2 discours conjoints? Non, pour l'instant, pas peu d'informations filtrent à l'extérieur de l'Elysée. Ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, le président ukrainien est en train de déjeuner avec son homologue français pour un déjeuner de travail. Cette visite de Volodymyr Zelensky est en quelque sorte un peu une visite surprise, car à l'origine, seule la première dame ukrainienne, Madame Zenska, était attendue à Paris. Nous avons vu d'ailleurs la première dame ici être accueillie sur le perron de l'Elysée par Brigitte Macron ainsi que par le chef de l'État. La première dame ukrainienne devait venir ici pour la semaine de la culture ukrainienne à Paris et porter son combat pour le retour des quelques 20 000 enfants ukrainiens transférés de force en Russie. Mais compte tenu donc de l'accélération des négociations pour un accord de paix, Volodymyr Zelensky est lui aussi venu, un président ukrainien qui est sous pression des Américains. Il s'agit pour la France et les Européens de rassurer le président Zelensky sur leur soutien à l'Ukraine. Les Européens entendent donc donner des gages au président Zelensky pour peser dans ces négociations et tenir ferme sur les lignes rouges ukrainiennes face aux atermoiements de l'administration américaine. Des avancées ont été obtenues cette semaine, comme le format de l'armée ukrainienne. Elle devrait rester à 800 000 soldats, ou la question de l'impunité, de l'amnistie sur les crimes de guerre. Mais il reste également des points en suspension qui sont en négociation, sur lesquels Européens et Ukrainiens restent sensibles. Il y a notamment la question de la captation des avoirs russes. Les États-Unis veulent mettre la main sur quelques 100 milliards d'euros d'avoirs russes et mettre à contribution les Européens sur 100 milliards supplémentaires, alors que les Européens montent et préparent même un plan de financement après, adossé à ces 200 milliards d'euros d'avoirs russes gelés pour la reconstruction du pays. Autre point également en suspens, la question des garanties de sécurité. Paris et Londres proposent le déploiement en 2
deuxième rideau au sol en Ukraine d'une force de réassurance de la coalition des volontaires. Une fois un cessez-le-feu obtenu, une force que les Russes refusent. Reste encore la question de la ligne de démarcation, la ligne de contact des concessions territoriales demandées à Kiev. Moscou revendique la totalité des oblasts de Louhansk et de Donetsk et une zone tampon. Les Ukrainiens seraient ainsi contraints de quitter leur position établie depuis près de 10 ans sur les places fortifiées de Kramatorsk et de Slaviansk. Et là, les Ukrainiens refusent ces concessions territoriales. Merci beaucoup, Johan Baudin. Vous nous faites signe, évidemment, s'il y avait du nouveau avant cette prise de parole annoncée. Cyril Brett, Johan rappelle les points importants pour les Ukrainiens. Il y en a un certain nombre qui sont toujours pas entendus au moment où l'on se parle. Ah oui, l'énumération est impressionnante. Il n'y a pas seulement un ou deux points durs. Les convergences sont très très difficiles à dégager entre Ukrainiens et Américains. Et alors, ne parlons pas des divergences avec les Russes. Évidemment, il y a la question territoriale. Ça, c'est extrêmement important. C'est le premier point pour vous ? Oui, mais il faut bien distinguer deux points. Ça a très bien été rappelé. C'est-à-dire qu'il y a le point de la concession territoriale structurelle, c'est-à-dire la reconnaissance des annexions illégales. Ça, c'est extrêmement difficile et c'est attentatoire à la souveraineté ukrainienne. Mais d'une certaine façon, c'est quasiment un point du passé, dans la mesure où les Ukrainiens savent très bien que du moment qu'ils ne peuvent pas reconquérir ces territoires, tout ce qu'ils peuvent arracher, c'est un statut ambigu où il y a une occupation de facto, mais pas une reconnaissance de jure, c'est-à-dire de droit. Donc ça, c'est ce qui est un peu perdu d'avance. Mais il faudra le lâcher au dernier moment et avec le minimum de concessions sur le statut juridique. Puis il y a ce point très très important, il y a des territoires que le plan en 28 points de Donald Trump dans les oblastis, c'est-à-dire les départements en fait de Louhansk et Donetsk, prévoit de transférer en zone tampon, que les armées ukrainiennes n'ont jamais perdu. Et là, c'était extrêmement difficile pour le président Zelensky de dire à ses troupes: vous vous retirez de territoire, vous avez perdu des hommes, vous avez lutté, vous n'avez jamais perdu, mais vous retirez et vous laissez en fait... Ça, c'est très important. Vous dites c'est difficile, j'ai même envie de dire... C'est quasiment impossible. Après 4 années à demander comme ça à sa population de faire preuve de résilience, on connaît les difficultés en ce moment à attirer les troupes, à gonfler les effectifs des troupes. Renoncer sur ce point... Et puis, ce serait un suicide politique au moment même où le président Zelensky a été très, très attaqué durant plusieurs mois sur son statut d'homme d'État par l'administration américaine et au moment où il est éclaboussé, son entourage en tout cas, par des suspicions de corruption et de détournement d'argent public au moment où l'Ukraine lutte pour sa survie. Donc c'est politiquement très difficile. Il ne faut pas du tout oublier que Volodymyr Zelensky est l'élu démocratique d'un État démocratique. Donc il peut tout à fait faire face à des mouvements des mouvements d'opinion et des mouvements politiques. Il a une opposition qui est très dure, lui aussi, en interne. Donc il ne faut pas le contraindre comme l'administration Trump veut le faire, ni à la démission, ni à une faiblesse. Parce que pour peser face à Vladimir Poutine dans d'éventuelles négociations bilatérales, il ne faut pas avoir un leader qui soit complètement affaibli, qui se soit aliéné son opinion publique et ses électeurs. Ce soutien français est vu comme un soutien au cœur de la tempête que traverse en ce moment le président ukrainien. Il a perdu il y a quelques jours son principal conseiller, démis de ses fonctions. Ça, c'était vendredi pour soupçonner de corruption. Trump a d'ailleurs jugé hier soir que le scandale n'aidait pas l'Ukraine à aller dans le bon sens. On va voir ça tout de suite avec Sophie Samaï et nos confrères de France 2 et on en reparle juste après. Volodymyr Zelensky est-il sous pression politiquement, militairement? Est-il fragilisé? Il vient en France rencontrer Emmanuel Macron pour la 10e fois depuis le début de la guerre, la 2e fois en à peine 2 semaines, pour s'assurer du soutien des Européens. Nous nous préparons à travailler avec nos partenaires, notamment pour améliorer la qualité de notre défense aérienne. Et nous comptons sur leur aide. Sur le plan politique, Volodymyr Zelensky est déstabilisé par un vaste scandale de corruption qui touche son homme de confiance, Andreï Yermak, numéro 2 du pouvoir, obligé de démissionner. Sur le front, l'armée ukrainienne s'enlise, les soldats russes gagnent du terrain. Kiev et de nombreuses autres villes sont régulièrement sous une pluie de drones russes. Les pertes civiles sont importantes.
Des revers qui arrivent au pire moment. Les États-Unis veulent à tout prix imposer un accord de paix que les Ukrainiens jugent trop favorable aux Russes. Volodymyr Zelensky est sous une pression considérable et Trump est tenté de lui tordre le bras. C'est un moment clé, c'est un moment crucial parce qu'on est en plein milieu de la négociation. Poutine, lui, malgré les pressions intérieures qu'il a du côté de ses hommes d'affaires, veut continuer la guerre et donc il faut le faire fléchir. L'Ukraine a voulu montrer qu'elle pouvait reprendre la main en mer Noire. Un drone naval a attaqué 2 pétroliers suspectés d'appartenir à la flotte fantôme russe et de contourner les embargos internationaux. Une opération spectaculaire, façon de mettre la pression sur Moscou. Voilà, parce que les Ukrainiens, eux aussi, font preuve de résilience et ne manquent pas de frapper parfois très durement l'armée russe. Le sujet de la corruption, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, il est réel en Ukraine. À quel point est-il instrumentalisé pour tenter de discréditer Volodymyr Zelensky ? En ce moment, à 100%. Et les attaques et les critiques portent d'autant plus que c'est un problème endémique depuis l'indépendance du pays à l'égard de l'URSS en 1991. C'est un pays qui a un problème de corruption endémique, structurel, profondément enraciné à tous les niveaux. Et ça affaiblit en l'espèce, effectivement, l'équipe de négociateurs. Et c'est là où il y a la longue histoire et l'histoire très circonstancielle qui se choquent. N'oublions pas qu'il y a toute une partie aussi de l'opinion ukrainienne qui est sous le feu de la propagande russe, qui insiste depuis très longtemps sur pour organiser des élections. Exactement. Et au passage, essayer de se débarrasser de Volodymyr Zelensky. Exactement. Et comme en plus, se débarrasser de Volodymyr Zelensky, ça a été ou c'est encore le but de l'administration Trump pour effectivement tordre le bras et obtenir une solution très rapide, donc un succès pour le patron en fait, Donald Trump. Il est évidemment Volodymyr Zelensky sur la sellette. N'oublions pas qu'il a d'autres problèmes. Les problèmes militaires ont bien été rappelés, mais il a également un problème structurel de volontariat pour aller combattre sur le front. C'est-à-dire que les troupes ukrainiennes sont mises en difficulté non pas parce qu'elles ne veulent plus combattre, non pas parce qu'elles n'ont pas les équipements, ou en tout cas pas seulement, mais parce qu'il n'y a plus de réserve de combattants. C'est très très difficile. Or, pour avoir des réserves de combattants, il faut avoir une union nationale, il faut avoir un élan général dans la population et dans la jeunesse. Il n'y a plus aujourd'hui en Ukraine, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Les difficultés de ressources humaines, si j'ose dire, en fait, de recrutement, sont quand même très importantes. Et on n'ira pas se battre, qui que ce soit un Ukrainien ou un Français, pour un gouvernement qu'on considère comme à la limite de l'honnêteté. Donc là, encore une fois, c'est un sujet d'affaiblissement intérieur sur la scène politique intérieure. D'où l'importance d'aller retremper sa légitimité très régulièrement auprès de grands leaders internationaux, Emmanuel Macron, évidemment. En fait partie, évidemment. J'aimerais qu'on revoie l'image de l'accueil tout à l'heure de Volodymyr Zelensky dans la cour de l'Élysée. C'est pas tous les jours que ça se passe comme ça. Emmanuel Macron a descendu les marches. Normalement, il attend sur le perron que son invité se présente à lui. Là, c'est lui qui a fait le déplacement. Il a rejoint le président ukrainien pour ce qui a suivi cette étreinte chaleureuse. Qu'est-ce que ça nous dit, là, cette image ? Ils se savent scruter. Ça dit tout, ça dit le soutien évidemment personnel, ça dit le soutien extrêmement appuyé comme la poignée de main et comme l'accolade, et puis ça dit également que les deux hommes ont lié leur destin politiquement et stratégiquement. Comme Volodymyr Zelensky et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ont très largement lié leurs agendas politiques. Le succès de l'un sera très largement le succès de l'autre. Et à l'inverse, un éventuel échec de l'un pourrait avoir des conséquences assez nettes pour l'autre. C'est le cas également pour Ursula von der Leyen, et ne l'oublions pas chez nos voisins britanniques, et également pour Keir Starmer, qui a jeté une grande partie de sa crédibilité personnelle, il a une très faible popularité en ce moment à l'intérieur, dans la défense de l'Ukraine. Donc on voit bien que c'est un sujet de politique intérieure française aussi. Qui est plutôt finalement une bonne chose, que tous les agendas soient ainsi liés. On est tellement habitué à ce qu'en Europe, les agendas soient en ordre dispersé. Là, peut-être que ça va enfin peser pour les Européens. Voilà, à condition qu'on puisse faire rentrer dans le rang et dans le consensus européen des leaders comme Viktor Orban et comme Robert Fico, qui jouent une partition sur l'Ukraine qui est assez largement différente de celle des grands pays fondateurs de l'Union européenne, en faisant entendre une petite musique pro-russe assez nette. Il va se passer beaucoup de choses. On va évidemment vous faire vivre en direct, chers téléspectateurs, dans moins d'une heure maintenant, cette prise de parole conjointe d'Emmanuel Macron et de Volodymyr Zelensky. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut en attendre en un mot ?
Une annonce particulière ? Un rappel au principe, ce qui est indispensable, puisque dans la mêlée des négociations, on perd de vue les principes, le droit international. Un soutien appuyé au plan de paix qui a été arraché aux Américains la semaine dernière et rappeler quels sont les points fondamentaux, c'est-à-dire un format d'armée qui permette à l'Ukraine de se défendre, un rappel du principe de souveraineté de l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas un État croupion, c'est un État à part entière, et puis la capacité de la coalition des volontaires à décider de soutenir militairement par le positionnement de troupes sur le sol ukrainien, ce que l'OTAN ne fera jamais. Alors ça sera une séquence finalement purement de communication, si je puis la résumer ainsi. Un rappel évidemment des points non négociables pour les Ukrainiens et les Européens, alors que Steve Witkoff part lui pour Moscou. Ce sera la séquence de demain, l'émissaire américain très proche de Donald Trump, qui va aller parler cette fois pas au téléphone, mais de visu avec Vladimir Poutine. Eh oui, il va aller présenter le plan de paix tel qu'il est sorti de la dizaine de jours de négociations entre Américains, Ukrainiens et Européens. Il va aller le présenter aux Russes. Et là, c'est une mission quasi impossible, dans la mesure où, de ce qu'on sait du plan tel dans sa version actuelle, il présente évidemment des épouvantails et des chiffons rouges pour la partie russe, qui est dans une position confortable, puisque tant que les négociations de paix ne sont pas ouvertes, elles continuent à combattre et à progresser modérément en Ukraine. Et les négociations s'engagent sur un plan de paix initial qui était assez favorable en fait aux grandes options stratégiques de la Russie. Le premier objectif étant évidemment que l'Ukraine ne rejoigne pas l'OTAN. Donc c'est lui, Steve Witkoff, qui lui a aussi été affaibli récemment par des révélations sur ses conversations directes avec la partie russe, qui va avoir la partie difficile cette semaine, c'est-à-dire de garder les Russes à bord, tout en présentant un agenda qui soit moins défavorable aux Ukrainiens. Ça vous paraît réellement possible, ça, de garder les Russes à bord ? Parce que depuis que ces discussions, elles ont lieu comme ça, officiellement, aux yeux du monde, on les voit vraiment prendre beaucoup de hauteur avec tout ça, même pas prendre la peine de commenter quelque annonce que ce soit. Oui, ça reflète leur position de force sur le plan militaire et sur le plan diplomatique. Évidemment, si on part du présupposé qu'a énoncé Kaja Kallas, qui est donc la haute représentante aux affaires étrangères, que la Russie ne veut pas la paix, évidemment, c'est mission impossible, c'est même quasiment vain de continuer à discuter avec la Russie, mais il peut y avoir plusieurs raisons pour les Russes de vouloir entrer en négociation. D'abord, gagner du temps. Parce que le temps joue aussi en faveur de l'appareil militaire russe, histoire de récupérer encore plus de troupes et encore plus d'équipements. Il y a également la volonté pour les autorités russes de faire démanteler progressivement les sanctions occidentales, qui sont sensibles et qui pénalisent et qui reste un levier dans ces discussions. Et le dernier point, on ne fait jamais la guerre, on n'entre jamais dans une opération d'invasion sans vouloir une guerre et sans vouloir une paix qui nous soit favorable. Un conquérant, il vise pas la guerre éternelle, il vise une paix qui lui est favorable, la paix de la victoire. Et donc, si Vladimir Poutine voit une façon d'empocher ses gains, si j'ose dire, 20% du territoire ukrainien, c'est pas rien. Une promesse et un engagement international contrôlé internationalement que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN, ça n'est pas rien. Une réduction du format des troupes ukrainiennes, ça n'est pas rien. Un déblocage de certains fonds gelés par la communauté internationale ou les Européens à hauteur de plusieurs dizaines de milliards, ça n'est pas rien non plus. Donc, si Vladimir Poutine est un peu rationnel et s'il voit une occasion d'empocher ses gains après 4 ans de guerre, eh bien, il le fera. Et c'est là où il n'est pas vain du tout d'engager un travail diplomatique pour les Européens, y compris direct, c'est-à-dire de renouer le dialogue directement avec la Russie pour présenter directement leurs propres intérêts à l'égard de la Russie. Parce que là, quand même, les Européens jouent un rôle important dans la relation entre Ukraine et États-Unis, mais ils ne s'occupent pas directement de leur principal voisin, de leur principal rival et de leur principale source de risque, qui est la Russie. Ils ne parlent qu'aux Ukrainiens et aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une chance que les Russes ne soient sensibles, non pas aux pressions, mais aux conseils de pays proches, alliés? Alors, on pense évidemment à cette séquence demain avec Steve Witkoff. On ne doute pas que les Américains vont aussi tenter de peser pour convaincre la Russie, mais il y a aussi les Chinois. Emmanuel Macron va se rendre en Chine mercredi pour essayer de convaincre Xi Jinping de faire pression sur Moscou.
Oui, alors, il faut pas Ça va dans tous surestimer. les sens quand même. Oui, ça va dans tous les sens, tant mieux d'ailleurs, puisque c'est quand même fait pour œuvrer pour que l'Ukraine retrouve la paix et une certaine protection à l'égard de la Russie. Évidemment, le président Macron et tous les Européens espèrent une pression chinoise sur la Russie, dans la mesure où depuis 30 ans, Russie et Chine cultivent des liens à tout point de vue extrêmement poussés. Il ne faut pas surestimer non plus la volonté et la capacité de la Chine à peser sur la Russie. La Chine peut avoir un avantage assez direct à l'affaiblissement de la Russie. Et donc la Russie ménage Pékin comme un allié de choix. On l'a vu au défilé début septembre à Pékin, mais se méfie également de la propension chinoise à devenir le patron sur le continent eurasiatique. Et puis c'est la Russie qui fait l'objet de sanctions. C'est la Russie qui paye le plus haut prix d'une agressivité stratégique, alors que la Chine, elle, peut avoir intérêt, notamment dans la perspective d'une confrontation avec les États-Unis, à modérer le ton en ce moment. Donc, évidemment, l'influence chinoise sur la Russie est importante, mais la Russie mène une politique étrangère et une politique stratégique, une invasion de façon autonome. Merci beaucoup, Cyril Brett. Merci, c'est déjà la fin de cette Merci à vous. demi-heure de décryptage.